C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous, de pouvoir vous parler de mes projets de recherche. J'ai appris à connaître l'Axe Internet et Santé suite à une rencontre sur la recherche en première ligne qui a eu lieu et organisée par le réseau de recherche en santé des populations en octobre. Puis j'ai réussi à trouver votre groupe à cause de l'Internet. Donc on voit tout de suite qu'il y a un lien qui nous unit tous. Je vous remercie pour la présentation. En effet, je pense à la base, je suis en effet un médecin d'urgence, un clinicien, un urgentologue qui fait aussi des soins intensifs. Donc, je suis très impliqué auprès des patients en soins critiques. Je me donne le rôle d'un chercheur aussi dans le domaine. La moitié de mon temps est consacré à la recherche sur l'utilisation des wikis comme outil de transfert des connaissances. Donc, de voir comment on peut utiliser les médias sociaux comme outil d'améliorer la pratique et l'utilisation des connaissances et des données probantes en médecine. Et c'est encore un domaine embryonnaire et j'ai différents projets sur lesquels je vais vous entretenir aujourd'hui, mais principalement, je vais vous parler des résultats d'un sondage que j'ai fait auprès de médecins d'urgence, infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes et pharmaciens pour le soin de patients traumatisés. Donc, je vous présente brièvement le plan de la présentation. Je vais commencer à parler pourquoi il faut améliorer la pratique en médecine d'urgence et en traumatologie. Je vais vous parler du contexte actuel des urgences de la province, la situation du Québec. Et je vais en fait, émettre quelques hypothèses pour essayer de comprendre pourquoi je pense que les wikis pourraient nous aider à améliorer les soins au Québec. Je vais vous démontrer, en fait, vous exposer l'objectif de mon programme global de recherche et les différents projets qui s'inscrivent dans ce programme global. Et je vais vous présenter les 4 projets sur lesquels je travaille activement, mais plus en profondeur, le projet D. Et je vais finir avec les différents projets que j'envisage à long terme. Donc, actuellement, dans les urgences du Québec, on sait tous que c'est un environnement très hostile, très chaotique. Vous avez sûrement déjà eu à faire avec nous à l'urgence, peut-être, ou malheureusement, j'espère que vous n'avez pas eu besoin de faire affaire avec nous, mais ça arrive que la population ait besoin de soins à l'urgence. Et on aimerait espérer que les soins qu'on nous administre sont les soins les meilleurs et optimaux. Mais malheureusement, à cause de l'environnement, à cause de plusieurs facteurs, en fait, et ce n'est pas uniquement relié à la médecine d'urgence, mais la médecine en général, on a encore, je vais utiliser le terme anglais, un gap ou un manque d'application des connaissances qui sont issues de la littérature et les données probantes qui sortent dans la littérature prennent plusieurs années avant de pénétrer et d'être mises en pratique. Donc, on cherche en médecine et en santé de trouver des façons d'accélérer ce transfert des connaissances-là pour que la population puisse bénéficier le plus rapidement possible de les fruits de la science et de la recherche. Particulièrement en médecine d'urgence, en effet, il y a quand même plusieurs erreurs médicales qui surviennent chez les victimes de traumatisme, surtout par justement l'environnement très urgent, très chaotique et où tout doit être fait très rapidement et les décisions sont très dépendantes du temps. Jusqu'à 50% des victimes de traumatisme ne reçoivent pas non plus tous les soins indiqués ou qui sont prouvés comme étant efficaces. Donc, il y a un problème, il faut essayer de trouver les solutions. Les autres indicateurs de performance qui nous font croire qu'il y a un manque d'application des connaissances, il y a un chercheur à l'Enfant Jésus à Québec, André Lavoie, qui a évalué la performance du système de traumatologie au Québec et qui a mesuré, en fait, qui a identifié certains indicateurs de performance qui vont nous permettre de cibler une amélioration de la pratique dans le temps. En particulier, on aimerait être capable de dire que nos patients restent moins de 4 heures dans les salles d'urgence avant d'être capables d'être orientés vers les soins définitifs. En fait, moins que 10% des patients transférés de la salle d'urgence à la salle d'opération, parce que la plupart des patients qui sont traumatisés ou les traumatisés majeurs ont besoin de soins chirurgicaux.
le font à l'intérieur des 60 minutes qui est recommandé. Donc, théoriquement, on devrait être capable d'avoir une place à la salle d'opération à l'intérieur de 60 minutes quand quelqu'un arrive avec un trauma majeur. Et pour le moment, ça ne se fait pas dans l'ensemble de la province. Donc, il y a encore du travail là aussi à accomplir. Et malgré la recommandation d'intuber les patients, donc quand on parle d'intuber, ça veut dire on met un patient sur un ventilateur, on induit un certain coma pour être capable de mettre les patients sur des ventilateurs. Normalement, quand leur état de conscience est déjà altéré, donc quand on dit que l'état de conscience est en bas de 9 sur l'échelle de Glasgow, on devrait être capable de protéger leur voie respiratoire parce que ces patients-là n'ont pas l'état de conscience suffisant pour empêcher qu'ils vomissent ou qu'il y ait des sécrétions qui descendent dans les poumons. Donc, il y a jusqu'à 30 de la population ou des patients qui ne réussissent pas à se faire intuber à l'urgence ou qui ne le sont pas. Donc, il y a des défis de taille à accomplir et comment est-ce que les wikis ou comment est-ce que les outils de collaboration pourraient nous aider à accomplir ces cibles-là. En fait, il y a plusieurs hypothèses qu'on avance. En premier lieu, en fait, on aimerait améliorer l'utilisation de protocoles de soins. Donc, on a des recettes, entre guillemets, là, quand quelqu'un arrive à l'urgence, un traumatisé majeur, des recettes qu'on devrait suivre et qu'on devrait suivre dans l'ordre. Et malheureusement, ces recettes-là sont développées localement, ne sont pas partagées nécessairement à travers tout le réseau. Et il y a certains hôpitaux très performants qui réussissent à développer des recettes locales qui fonctionnent bien, mais qui ne sont pas exportées ou pas utilisées de façon adéquate dans les autres centres. Donc, on aimerait voir si un wiki ou un outil de partage des connaissances pourrait permettre aux centres performants de partager leurs connaissances, partager leur façon de faire avec les centres qui ont besoin de s'améliorer. Donc, créer, partager, mettre à jour les protocoles. Il y a aussi pas juste partager les protocoles actuels, mais dès qu'une connaissance ou un projet de recherche ou une publication sort, on aimerait ça être capable de garder nos protocoles le plus à jour possible. Donc, une technique ou ça serait un outil, un wiki pour garder ces protocoles à jour. On aimerait ça donner un certain pouvoir aux cliniciens de s'approprier ces protocoles-là, qui ne se sentent pas imposés de les utiliser, mais qui prennent part à leur renouvellement, à leur partage. Donc, le wiki pourrait justement impliquer le gens du terrain sur le développement de ces protocoles-là. Donc, améliorer l'usage des protocoles, diminuer leur coût de production aussi. S'il y a un travail de collaboration qui se fait, on arrête de développer en silo nos protocoles et on partage à la grandeur de la province les protocoles qui fonctionnent bien. Et éventuellement, on espère être capable de pouvoir augmenter la participation des patients et du public dans l'élaboration de ces protocoles-là. Peut-être pas dans les protocoles qui sont les plus centrés sur le monde médical, mais il y a des feuillets qu'on peut remettre aux patients au départ de l'urgence pour comment prendre en charge leur propre santé. Donc, aussi, un wiki pourrait servir à augmenter la participation du public. D'où vient le mot wiki? Je suis certain qu'il y en a ici qui sont des experts dans les médias sociaux, donc je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais c'est un mot hawaïen qui veut dire rapide. Et le wiki le plus célèbre, vous connaissez probablement tous aussi, ça s'appelle Wikipédia. En fait, quand on va à Hawaï, on débarque de l'aéroport et la première chose qu'on voit, c'est l'autobus qui s'appelle le WikiWiki. Et en fait, c'est l'autobus rapide qui nous amène vers la ville. Il y a des dépanneurs sur les îles hawaïennes qui s'appellent des WikiWiki aussi. C'est des dépanneurs comme les provisoires ici ou le 7-Eleven aux États-Unis. Donc, c'est des dépanneurs rapides. Donc, il y a un concept de rapidité et un concept de facilitation et de diffusion rapide des informations qui est intégré dans ce concept-là de wiki. Donc, l'objectif global de mon programme de recherche, c'est d'évaluer l'impact de l'utilisation d'un wiki sur la qualité des soins administrés aux traumatisés à l'urgence. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif et le but à long terme. Et pour pouvoir y arriver, j'ai différents projets plus petits qui vont me permettre d'avancer et de répondre à cette question. Le premier projet qui s'intitule Wikis and Collaborative Writing Applications in Healthcare, Scoping Review. C'est une revue de littérature à large spectre sur l'utilisation des wikis en santé.
Le projet B, en fait, c'est une revue systématique Cochrane, un titre qui a été enregistré pour être capable de focusser vraiment sur les études d'intervention qui vont étudier l'utilisation des wikis pour la diffusion des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins. Le projet C est un projet qui évalue le désir de résidents en médecine d'urgence, donc les résidents, c'est les médecins en formation, à participer à une collaboration en ligne qui existe déjà, qui est une présentation qui résume l'ensemble de la littérature en médecine d'urgence pour les préparer pour leur examen du Collège royal. Et cette collaboration en ligne-là ne suscite malheureusement pas assez l'intérêt des résidents. On veut essayer de comprendre pourquoi ou c'est quoi les barrières à leur contribution. Donc, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, qui utilise l'information de la collaboration, mais il y a peu de monde qui vont aller justement partager de leurs propres connaissances et de leur propre lecture. Donc, on va essayer d'identifier les facteurs qui empêchent le retour de l'ascenseur. Et le dernier projet que je vais vous présenter plus aujourd'hui, c'est un sondage que j'ai fait auprès des médecins d'urgence, infirmiers, inhalothérapeutes et pharmaciens sur leur intention d'utiliser un outil créé dans l'environnement Wiki. Le titre du projet, c'est Health Professionals' Intentions to Use Wiki-Based Reminders Promoting Best Practices in Trauma. Ce projet-là vise à déterminer les facteurs, comme je vous expliquais, qui influencent l'intention des professionnels de la santé à vouloir utiliser un aide-mémoire ou un protocole qui aurait été développé de façon collaborative à l'intérieur d'un wiki. Il y a eu 3 phases, ou en fait, il y a 3 phases à ce projet-là. La phase 1 est complétée. La phase 1, c'est l'identification des croyances saillantes. La phase 2, c'est l'élaboration d'un questionnaire. Et la phase 2 et 3, c'est la validation de ce questionnaire-là, qui éventuellement, une fois que le questionnaire sera validé, va nous permettre de sonder l'ensemble de la province et l'ensemble des professionnels de la santé œuvrant en traumatologie sur leur intention de vouloir utiliser un outil de collaboration comme le Wiki. Le protocole de ce projet de recherche-là est publié dans Implementation Science. Et je suis très heureux et fier de dire qu'il est encore un protocole qui est hautement consulté en ligne. Ce qui est intéressant quand on publie dans la série BMC ou Implementation Science, on a les statistiques de consultation de la page web et on détermine un certain critère pour dire qu'un papier est hautement accédé ou non. Et si on dépasse ce seuil-là, on nous attribue la caractéristique Highly Accessed. Donc, c'est un projet qui suscite de l'intérêt auprès de en fait, la communauté œuvrant en transfert des connaissances. Et le protocole est basé sur la théorie du comportement planifié. Il y en a sûrement aussi certains d'entre vous qui le connaissent bien ou qui la connaissent bien. Je vais la résumer très brièvement. Là. Je ne veux pas faire déshonneur au Dr. Eisen qui a développé la théorie, mais en fait, ce que la théorie du comportement planifié nous permet de comprendre, c'est les déterminants qui influencent l'intention d'un individu à faire un comportement X. Donc, selon Eisen, tout comportement doit être planifié et cette planification-là se fait de façon inconsciente ou consciente et dépend de 3 construits principaux qui est la perception de contrôle, l'attitude et la norme subjective. Ces 3 construits-là sont en retour influencés par les croyances saillantes. Les croyances saillantes, c'est les croyances de base qui vont influencer la perception de contrôle, l'attitude et la norme subjective. Donc, quand on parle de perception de contrôle, en fait, c'est la perception qu'un individu a d'être capable d'accomplir un comportement. Donc, on fait référence aux barrières et aux facilitateurs de faire le comportement étudié. L'attitude fait référence, en fait, à la perception positive ou négative qu'un individu a d'accomplir un comportement. Donc, ça fait référence aux avantages et aux désavantages d'accomplir le comportement. La norme subjective fait référence aux groupes pour lesquels la personne juge qu'il y a une influence importante. Donc,
toute personne qui aurait une influence sur moi serait un groupe ou un groupe normatif qui m'influencerait dans mon comportement. Donc, on a fait des entrevues semi-structurées ou semi-dirigées avec 25 médecins, 25 autres professionnels de la santé dans 3 urgences ou dans 3 centres de traumatologie du Québec. 3 centres de trauma aussi de niveaux différents. Donc, en fait, la façon que je l'ai présenté ici, le niveau 3, c'est vraiment le niveau de base. Donc, un hôpital comme, en fait, l'Hôtel-Dieu de Lévis, d'où je viens, est un niveau secondaire. Le niveau tertiaire est Sacré-Cœur. À Québec, c'est l'Enfant Jésus. Donc, ici, niveau 1 fait référence à l'Enfant Jésus, qui serait le N égale 20. Le niveau secondaire étant l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et le niveau 3 est l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Donc, on a exposé les participants à ce projet-là à une entrevue. Après avoir visionné une vidéo, on demandait aux participants avec des questions dirigées du style « Quels sont les avantages que vous voyez d'utiliser un aide-mémoire issu d'un wiki » ou « Quels sont les désavantages que vous voyez d'utiliser un aide-mémoire issu d'un wiki » et ainsi de suite. On identifiait les croyances saillantes pour l'attitude, la perception de contrôle et la norme subjective. Et ça nous permettait justement d'aller éliciter les croyances et les attitudes, la perception de contrôle et la norme subjective de chacun des participants. On a interviewé, comme je vous ai dit, 50 participants au total, 25 médecins et 25 autres professionnels de la santé, dont 15 infirmiers et infirmières, 7 inhalothérapeutes et 3 pharmaciennes. En fait, les taux de réponse, on a, pour arriver à ces chiffres-là, dû inviter, du moins chez les médecins d'urgence, il y avait 61 médecins d'urgence disponibles dans ces 3 centres ciblés. Il y en avait 55 qui ont été invités de participer et il y en a 25 qui ont accepté. On a dû, en fait, en inviter 55 pour atteindre le chiffre qu'on avait identifié au départ comme étant l'échantillon qu'on voulait interviewer de 25. Donc, ça faisait un taux de réponse de 46 %. Et chez les autres professionnels de la santé, on avait un bassin de 445 participants potentiels et on en a invité 39. Et les invitations ont été décidées de façon à ce qu'on ait un éventail le plus représentatif. Donc, ça a été un échantillon non aléatoire. C'est un échantillon vraiment en fonction de l'expérience, en fonction de l'âge des cliniciens. Donc, on voulait vraiment éliciter le plus grand éventail potentiel de croyances pour avoir le plus de croyances négatives et positives de chaque barre, pour être capable de vraiment savoir ce que le monde pensait par rapport à l'utilisation de cet outil. Maintenant, les caractéristiques démographiques de nos participants. On avait une moyenne d'âge de 42 chez les médecins, 38 chez les autres professionnels de la santé. On avait une représentation masculine assez forte chez les médecins. La médecine d'urgence étant une spécialité où les hommes sont plus attirés. Donc, c'est comme ça dans les centres. Il y a à peu près, on a regardé les centres et actuellement, il y a 85 % des médecins qui sont des hommes dans les 3 centres de trauma où l'étude a eu lieu. Et chez les autres professionnels de la santé, il y avait 28 % d'hommes et la tendance inverse était aussi la même chose. Les professionnels dans les autres disciplines sont principalement des femmes. Donc, les années d'expérience étaient équivalentes dans les 2 groupes, donc 14 années d'expérience chez les médecins, 14 chez les autres professionnels. L'usage antérieur d'un wiki était quand même élevé chez les médecins, avec 80 % qui avaient déjà utilisé un wiki, alors que 60 % des autres professionnels avaient déjà fait usage d'un wiki dans le passé. Et on est allé spécifiquement poser la question, avez-vous déjà utilisé Wikipédia? Puis il y en avait 56 % chez les médecins et 32 chez les autres professionnels. Alors que ceux qui avaient déjà modifié ou fait le comportement d'aller vraiment modifier le contenu d'un wiki, il y en avait un seul dans chaque groupe. Il faut spécifier aussi que cette question-là n'était pas... on ne leur spécifiait pas si c'était uniquement dans le contexte professionnel, c'était l'usage at large, donc ça pouvait très bien être à la maison pour des raisons personnelles. L'accès à l'Internet dans l'urgence était
considérait à 100, en fait, les médecins disaient qu'il y avait 100 d'accès dans les urgences, alors que les autres professionnels disaient qu'il y en avait 80 En fait, 80 des autres professionnels statuaient qu'ils avaient accès à l'Internet. C'est une statistique quand même intéressante parce que, en fait, dans ces 3 centres de trauma-là, l'Internet était accessible à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a une perception chez les autres professionnels qui me semble plus basse que l'accès réel. Et ça se traduit sur le terrain comme les autres professionnels sont souvent, en effet, de leur poste de travail, souvent, ils sont bloqués. Ils n'ont pas accès à l'Internet. Puis dans les urgences, souvent, c'est un seul ou 2 ordinateurs qui ont accès à Internet. Donc, c'est une barrière potentielle à la mise en place d'un wiki qui pourrait promouvoir le travail en collaboration ou le partage des informations. C'est surprenant. Moi, ça m'a surpris à l'ère de l'Internet qu'on ait encore ces barrières-là, mais ces barrières-là existent. Et l'accès à l'Internet dans la salle de réanimation où on voudrait accéder à ces protocoles-là la perception d'accès est encore plus basse. Bien que dans les 3 centres, l'accès à Internet était disponible. Donc, le monde perçoit l'accès à Internet comme étant plus faible. Donc, c'est aussi un signal potentiel comme une barrière pour accéder à de l'information en ligne lorsqu'il faut traiter le patient le plus malade. Juste pour vous rassurer, en termes de notre échantillonnage de 50 participants, on a fait des analyses pour voir si statistiquement il y avait des différences entre les 2 groupes, entre ceux qui n'ont pas participé et ceux qui ont participé. Et la seule différence qu'on avait dépistée, c'était que parmi les autres professionnels, ceux qui ont participé avaient une expérience clinique un peu plus grande, 14 ans d'années d'expérience, alors que la moyenne d'expérience chez les autres professionnels était de 11 ans d'expérience dans les 3 centres. Maintenant, les résultats. C'est des résultats qualitatifs, mais qui sont très intéressants pour la construction de notre questionnaire. Pour les médecins, les croyances comportementales, donc les avantages qui étaient perçus, on a fait une liste des plus importantes. Il y en avait plus, mais pour notre questionnaire définitif, on a choisi de sélectionner les 75 le 75e percentile du haut qui va être retenu pour le questionnaire définitif. Donc, dans l'ordre, les médecins affirmaient comme avantage que l'usage d'un protocole issu d'un wiki rafraîchirait la mémoire. Et il y a 56 des médecins qui ont énoncé ou mentionné cette croyance durant les entrevues. La deuxième en importance était que l'usage d'un protocole issu d'un wiki donnait accès à des données probantes, permettait l'usage ou le partage d'informations, uniformisait les pratiques, centralisait l'information et les protocoles, réduisait les erreurs et donnait accès à l'opinion des experts. Donc ça, c'est dans l'ordre du plus important au moins fréquemment mentionné. Pour les désavantages maintenant, il y a eu un seul qui a réellement ressorti en termes de désavantages, c'était qu'il y avait un stress accru à l'usage d'un protocole issu d'un site Web lors des soins à administrer aux patients. Donc, c'est quand même un désavantage. Ça nous a surpris le peu de désavantages qui est ressorti. Ça, c'est peut-être aussi le reflet de l'aspect positif de notre vidéo qui était un peu vendeur, donc il pouvait vendre l'idée de l'accès à un wiki, mais on a décidé de le conserver, ce désavantage-là, parce que c'était un des seuls qui est ressorti, même s'il n'était pas mentionné très fréquemment. En fait, il y a juste 2 personnes qui l'ont mentionné comme un désavantage. Et dans notre questionnaire définitif, il va falloir réellement aller explorer ce désavantage-là pour voir s'il ressort comme quelque chose, ou un élément, ou un item important à considérer. Pour les autres professionnels, maintenant, les avantages, en fait, il y avait juste des avantages, il n'y avait pas de désavantages qui ont été mentionnés. C'était que l'usage d'un protocole issu d'un wiki donnait accès rapide au protocole, améliorait la qualité des soins, donnait accès à des protocoles mis à jour régulièrement, uniformisait les pratiques, favorisait le travail d'équipe, centralisait l'information et les protocoles, donnait accès aux données probantes et offrait un nouvel outil d'éducation. Pour les croyances normatives maintenant, donc les groupes
que pour les médecins, les groupes de personnes qui étaient influentes pour l'adoption de leur comportement, les médecins affirmaient que les infirmiers et infirmières étaient le groupe normatif le plus important à considérer lorsqu'ils adopteraient le comportement qui était étudié. Et ensuite de ça, les autres médecins, les centres éloignés, moins exposés, la génération plus jeune était considérée comme étant un groupe social normatif important pour influencer ce choix-là. Les inhalothérapeutes, l'équipe de traumatologie. Après ça, les 3 dernières, on les a retenues comme étant des groupes, en fait, des croyances normatives importantes, étant donné que même s'ils n'étaient pas mentionnés fréquemment, on jugeait que, par rapport à notre revue de littérature faite auparavant, que c'était déjà, on sait que quand on veut mettre en place des protocoles de soins, l'administration, les patients et les spécialistes de l'hôpital sont très importants à considérer. Donc, on a comme forcé ces croyances saillantes-là dans notre questionnaire définitif. Pour les groupes, ou en fait les croyances normatives qui s'opposeraient, c'est les personnes, en fait, entre guillemets, qui s'opposent aux soins standardisés. Dans le domaine de la santé, il y a toujours du monde qui ne veulent pas suivre les recettes, ils veulent faire à leur façon, ils disent que leurs patients sont propres, il n'y a pas d'éléments qui sont communs à tout le monde. Donc, il y a des professionnels qui veulent adopter ou adapter leurs soins à chaque patient. Puis ça fait beaucoup de sens, en effet, que chaque patient soit propre, mais il y a quand même une certaine norme à respecter. Et il y en a qui s'y opposent catégoriquement, mais ce groupe-là est ressorti comme étant une croyance normative importante. Les personnes moins à l'aise avec l'informatique aussi ressortaient comme un groupe potentiellement défavorable à l'utilisation d'un aide-mémoire issu d'un wiki. Les autres groupes percevaient les médecins, alors à l'inverse, percevaient les médecins comme étant un groupe de personnes importantes s'ils voudraient adopter le comportement étudié. Donc, c'est intéressant que mutuellement, les médecins nommaient les infirmières et les infirmières, en fait, et infirmiers nommaient les médecins. Donc, il y a un potentiel intéressant de travail en collaboration là, où justement, si on travaille ensemble un peu mieux, on pourrait bien faire fonctionner, d'après moi, un wiki. Mais ceci est plus une interprétation de les données et non ce qu'on retrouve dans les données actuellement, mais c'est des hypothèses à tester dans d'autres projets prospectifs. Les inhalothérapeutes, infirmiers, infirmières, génération plus jeune encore une fois qui ressort comme idée, l'équipe de traumato, les personnes responsables de la qualité des soins. Dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont mandatées pour évaluer la qualité des soins et ces groupes de personnes-là sont importantes à considérer. Et évidemment, on a aussi maintenu l'administration comme étant une croyance saillante importante à retenir. En fait, un peu le même genre de groupe de personnes qui seraient potentiellement défavorables à l'utilisation d'un aide-mémoire issu d'un wiki, les personnes moins à l'aise avec l'informatique et les personnes réticentes au changement. Maintenant, les croyances liées au contrôle, donc on fait référence ici aux facilitateurs et aux barrières à l'utilisation d'un aide-mémoire issu d'un wiki. Les différentes caractéristiques ou facilitateurs nommés par les médecins seraient que le wiki ou un aide-mémoire issu d'un wiki serait facile d'utilisation. S'il y avait un ordinateur au chevet des patients, évidemment, ça faciliterait l'usage d'un aide-mémoire issu d'un wiki. L'information de qualité validée par les pairs, l'accès rapide au protocole, l'absence de contrôle par l'institution. Donc, je fais référence peut-être ici à l'accès Internet là, à l'urgence. Compatible avec la routine de travail. Donc, il faut que l'outil s'adapte à la routine de travail et non l'inverse. Il ne faut pas que la routine de travail s'adapte au wiki. Accessible par appareil de poche, donc appareil mobile. Il faut que ça soit facile d'accès, encore une fois. Adaptable au contexte local. Il faut être capable de l'essayer auparavant. Donc, il y a une idée j'utilise le terme anglais encore, de triability, un concept qui vient là, de Rogers et la théorie de la diffusion de l'innovation. Accès Internet disponible un peu partout dans l'urgence aussi, puis il faut que le design visuel soit attrayant. Maintenant, les barrières perçues par les médecins, l'absence de mise à jour régulière serait perçue comme une barrière. La contrainte de temps aussi, les décisions doivent se prendre très, très, très rapidement. Donc, est-ce qu'il va manquer de temps pour être capable d'accéder au protocole? L'information qui change régulièrement. Donc, ça, est un peu en contradiction avec la première barrière qui n'est pas mise à jour régulière.
il y a aussi certains qui mentionnaient le fait que si l'information changeait trop vite, il y aurait une réticence à utiliser l'outil. Donc, ces deux barrières-là devront être explorées de façon prospective, voir lequel est le plus important. Le fait que les auteurs ne soient pas identifiés était considéré comme une barrière et la responsabilité légale qui n'est pas déterminée à l'usage d'informations qui viendraient d'un site wiki serait une barrière importante. Et en fait, je vais enlever le mot importante parce que c'est nous qui avons rajouté ou forcé dans le questionnaire définitif ces éléments-là, parce qu'en fait, ils n'ont pas été nommés très fréquemment. Uniquement 6 personnes ou 24 des médecins ont mentionné que le fait que les auteurs ne soient pas identifiés serait une barrière. Et 2 personnes avaient mentionné, en fait, 2 avaient mentionné que la responsabilité légale non définie serait une barrière potentielle. Maintenant, pour les autres, certaines croyances reviennent, encore une fois, le fait que l'ordinateur soit accessible au chevet, l'information de qualité validée par les pairs, la possibilité de l'essayer, la facilité d'utilisation. Les autres professionnels percevaient l'idée d'avoir une publicité sur le site Web comme étant un facteur potentiellement facilitant. Le fait que le site soit sécurisé, protégé, réservé à certains membres serait aussi perçu comme un facilitateur. Donc, un peu en contradiction avec la philosophie des wikis qui est de garder le site le plus ouvert possible, avoir un poste de travail pour chaque professionnel et la conception visuelle attrayante est encore mentionnée comme étant un facilitateur. Dans les barrières perçues par les autres professionnels, la responsabilité légale ressortait de façon plus importante et cette fois-ci, vraiment était la première barrière à ressortir. La contrainte de temps, la fiabilité du système, le fait que toute l'équipe ne soit pas nécessairement au fait de ce que le wiki a comme contenu d'information. Donc, le fait que l'information change encore une fois était perçu comme étant une barrière. Donc, si l'information change trop souvent, ça pourrait déstabiliser les habitudes et les routines qui sont mises en pratique à tous les jours à l'urgence. Le coût des ordinateurs et l'utilisation obligatoire étaient vus comme une barrière potentielle. Donc, pour discuter un peu des résultats, on a trouvé dans notre identification des croyances saillantes plusieurs similarités avec la littérature sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc, il n'y a pas d'éléments totalement nouveaux dans ce qu'on a trouvé. Les éléments nouveaux, par contre, qu'on a trouvés, les nouvelles croyances qui n'avaient pas été identifiées lors de notre revue de littérature et notre comparaison avec les études qui ont étudié les croyances saillantes par rapport à l'utilisation d'un dossier patient électronique, par exemple. Pour ce qui est du wiki, c'est vraiment une nouvelle technologie de l'information pour les professionnels de la santé. C'est que ça peut uniformiser les pratiques, favoriser le travail d'équipe, donne accès à des protocoles mis à jour régulièrement. Le fait qu'il n'y a pas de mise à jour régulière était perçu comme une barrière. L'information qui changeait trop régulièrement était aussi nouveau. Le fait que les médecins et les infirmières se nommaient mutuellement n'était pas répertorié dans les autres publications par rapport aux technologies de l'information. Les jeunes sont des référents importants dans l'utilisation de wiki et les centres éloignés moins exposés étaient aussi un groupe social ou une croyance normative qui serait intéressé à utiliser ou à influencer le comportement. Donc, les étapes à venir, les résultats de notre première phase sont publiés ou vont être publiés, ont été acceptés pour publication dans le journal The Journal of Medical Internet Research aussi. Donc, ça va paraître dans l'année qui vient. On va utiliser ces croyances saillantes-là pour élaborer un questionnaire qui va être validé et qui va être utilisé par la suite pour un nouveau projet de recherche qui va être distribué à un échantillon représentatif des différents professionnels de la santé en médecine d'urgence pour être capable de justement aller mesurer l'importance de chacun des différentes croyances qu'on a identifiées. Une fois qu'on va avoir distribué ce questionnaire, validé le questionnaire et distribué, on va pouvoir construire un wiki qui va répondre aux besoins des professionnels de la santé et qu'on va mettre en place et éventuellement étudier dans un essai si possible, randomisé, contrôlé, pour être capable de vraiment mesurer l'impact d'un wiki sur la qualité des soins et sur l'application des données probantes
en médecine d'urgence. Donc, c'est un projet qui va s'échelonner sur plusieurs années.